reviens sur les travaux de Michel Gauquelin, et notamment sur un commentaire qu'a donné il y a quelques années Geoffrey Dean, le chercheur critique australien, qui s'est demandé comment le processus qui faisait que l'enfant naissait au moment qui correspondait à au totem de sa caste, en quelque sorte, comment ça pouvait se faire. Et j'en reviens aussi à ce que dit Claude Ptolémée dans la Tétrabible, dans l'introduction de Nicolas Bourdin, qui date de 1640, traduction française, à savoir que Ptolémée avait sa préférence pour le thème de conception. Il le dit très clairement. Pour lui, le thème de conception, c'est ce qu'il y a de plus logique. Vu que le commencement chronologique des nativités humaines est naturellement le moment même de la conception, mais en puissance et accidentellement le moment de la naissance, mais en puissance et accidentellement le moment de la naissance, au cas où le temps de la conception est connu, soit par hasard, soit par observation, il est plus à propos de considérer la position où les astres étaient alors pour juger des particulières conditions du corps et de l'âme. En effet, après qu'en ce commencement, la semence ait reçu quelque tempérament par l'impression du ciel, qui environne encore que peu à peu, lorsque le corps se forme, il se fasse des altérations, etc. Mais si ce temps est ignoré, comme il arrive le plus souvent, on prendra le commencement de la sortie du ventre de la mère. Donc c'est un pis-aller en quelque sorte. Le thème natal est un pis-aller. Le thème de conception est la norme. Et on l'a oublié considérablement. Or, quand on y réfléchit bien, si les hommes ont été capables en quelque sorte de s'auto-programmer au niveau astrologique, ce n'est évidemment pas en programmant le moment de la naissance. Le moment de la naissance nous échappe totalement au niveau physiologique. En revanche, nul ne contestera que le moment de la conception peut être décidé. Je peux décider de laisser ma semence dans le ventre d'une femme à un moment donné. Ça fait partie de ce que l'être humain peut faire. Il ne peut pas décider par avance le moment où l'enfant naîtra. Ça peut se faire aujourd'hui, plus ou moins, mais ça ne s'est pas fait dans le passé. Aujourd'hui, on peut essayer de, par exemple, pour éviter les naissances nocturnes, on donne des produits à la femme pour que ça ne se produise pas. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc, Geoffrey Dean s'est trompé, mais sa thèse est intéressante, en croyant que les parents faisaient naître l'enfant au moment opportun selon leurs idées. Non, on ne peut pas faire naître un enfant à un moment ou à un autre. En revanche, on peut tout à fait choisir le moment de conception. Ça paraît étrange parce que souvent on ignore le moment de conception, ou on ne s'en souvient pas. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est totalement déterminable, à quelques minutes près, bien entendu. On peut dire, voilà, je vais engrosser la femme à telle heure de la journée. Ça ne pose pas de problème. Bon, donc, bien entendu, pour l'observateur extérieur, qui n'a pas l'information sur le moment de la conception, on a vu qu'avec Gauquelin, on pouvait néanmoins se débrouiller, et il y avait une répercussion. Comment cela s'explique-t-il? Eh bien, ça s'explique tout simplement par le fait que visiblement, enfin en tout cas on peut imaginer cette hypothèse, visiblement, le fait de faire naître les enfants, de concevoir les enfants sous une certaine configuration, peut aboutir à ce que ces enfants aient une programmation en rapport avec cette configuration, en l'occurrence
Configuration ici veut dire passage de la planète à un point de l'horizon, au moment de lorsque la planète se lève à l'horizon ou culmine, c'est une configuration. Et on peut penser, éventuellement, c'est une hypothèse raisonnable, même si on ne peut pas l'expliciter véritablement dans l'état actuel des choses, mais on peut penser que, en voulant que les enfants soient conçus sous une certaine configuration, cela provoque les naissances sous la même configuration. Alors, c'est une hypothèse. Il y a d'autres hypothèses sur lesquelles je ne reviendrai pas aujourd'hui, qui sont d'un autre type, qui sont de l'ordre de la biotechnologie, d'une programmation qui serait due à je ne sais quelle science très en avance sur l'époque antique. Mais restons-en à cette hypothèse raisonnable, à savoir, voilà, nous choisissons le moment de la conception de l'enfant. Et nous la choisissons en rapport avec la position de Mars, Jupiter, Saturne, et éventuellement, mais je suis plus sceptique, celle de la Lune et de Vénus, mais je crois beaucoup plus à ce triptyque Mars, Jupiter, Saturne, qui était d'ailleurs le seul que signalait Michel Gauquelin en 1955 dans son premier ouvrage, paru il y a 60 ans, donc l'influence des astres. Après, il en a rajouté, mais à mon avis, c'est plus douteux, notamment pour la Lune. On ne voit pas très bien ce que vient faire la Lune là-dedans, dans un système de ce type. Alors, bien entendu, ça correspond à une conception de l'astrologie très sociologique, très anthropologique et très humaniste. C'est-à-dire que c'est l'homme lui-même qui se détermine, qui choisit les planètes auxquelles il attache de l'importance. Ce qui explique d'ailleurs qu'on ne puisse pas trouver de résultat pour Uranus, Neptune et Pluton, pour la bonne raison, c'est que ces planètes n'étaient pas connues. Et l'humanité ne peut pas se déterminer sur la base de planètes qui étaient inconnues dans l'Antiquité. Je crois que c'est un truc qu'on n'a pas encore compris et qu'il faudrait quand même commencer à comprendre. Ce n'est pas aujourd'hui que l'on invente l'astrologie. On peut inventer un savoir astrologique, mais la réalité astrologique, celle que nous vivons en nous, elle n'a pas été inventée aujourd'hui, elle a été inventée il y a des millénaires. Est-ce qu'on a bien compris ce message? Alors, pour continuer sur la tétrabible, mais je crois que je l'ai déjà abordé dans une autre causerie, il faut bien comprendre que une partie du livre 3 de la tétrabible est consacrée à des prévisions qui ne font sens que par rapport au thème de conception. Au thème de conception, on ne connaît pas encore l'enfant, on n'a pas encore vu, on ne sait pas un certain nombre de choses sur lui. Bon. Donc on peut faire des prévisions. Maintenant, si on remplace le thème de conception par le thème natal, j'ai l'impression que Ptolémée n'a pas bien compris la bizarrerie de son raisonnement. Eh bien, les prévisions prévues à partir du thème de conception, on ne va pas les faire à partir du thème natal, puisque ce ne sont plus des prévisions, puisque le thème de conception prévoit des choses qui seront connues de facto, des visu à la naissance. Donc, ce ne sont des prévisions qui ne peuvent faire sens comme une forme d'échographie que à l'avance. Donc, il y a déjà, il faut quand même pas aller trop loin quand Ptolémée dit faute de mieux, vous pourrez faire le thème natal. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, ça veut dire que le livre 3, il passe à la trappe. Hein, parce que le livre 3, il est quand même conçu, d'après les sujets qu'il aborde, du point de vue du thème de conception. Et pas donc à ce moment-là, il faut se limiter au livre 4, qui est celui qui a été conçu. Parce que pour le livre 4, apparemment, Ptolémée, lui, dit qu'on peut le faire. Voyez-vous, par exemple, il dit dans le prologue du livre 4, toujours dans la traduction de Nicolas Bourdin, marquis de Villaine, j'ai enseigné les choses qui se doivent considérer avant la naissance de l'enfant, et celles qui arrivent dans le temps de cette même naissance, comme aussi entre celles qui la suivent. Maintenant, je traiterai de celles qui viennent d'ailleurs, entre lesquelles je parlerai premièrement des richesses et des dignités, car de la même sorte que les richesses ont rapport avec le corps, ainsi les divinités conviennent-elles à l'excellence de l'âme. Donc, il faut bien voir les choses comme elles sont. Il est clair, il est cohérent à ce sujet. Le thème natal permettra de savoir des choses qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire qui ne sont pas inhérentes au corps de la personne.
qui sont inhérentes à son contexte social. Bon, c'est dans ce sens-là. Donc tout ce qui concerne la nature de l'enfant dépend du thème de conception. Et je ne crois pas qu'il faille prendre trop à la lettre la concession qu'a fait Ptolémée, disant que bon, faute de mieux, on se contentera du thème natal. À mon avis, c'est peut-être même une interpolation qui a été faite comme ça pour arranger les choses, mais je pense que c'est complètement incohérent. C'est une interpolation. Il n'y a pas de... si on n'a pas le thème de conception, on ne peut pas prévoir ce qui va concerner l'enfant dans sa chair, dans son corps. À ce moment-là, il faut se contenter. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les maisons astrologiques, les significations des maisons astrologiques, telles que nous les connaissons aujourd'hui, sont marquées par cette dualité également. Les maisons 1 à 6, enfin en gros, puisque la 6 c'est aussi la maison des maladies, ça, sont des maisons qui concernent le thème de conception, et les maisons de 7 à 12 sont des maisons qui concernent le thème natal. Donc, vous voyez bien que le système des maisons tel qu'on l'utilise aujourd'hui, il est aberrant, puisqu'il combine deux thèmes. Alors comment ça s'explique cela? Je l'ai déjà expliqué ailleurs. Ça s'explique par le fait que le système de Ptolémée, la façon dont Ptolémée envisage les sujets à aborder systématiquement et successivement dans le thème de conception au livre 3 et dans le thème natal au livre 4, ont été utilisés de manière bizarre pour reformuler les significations des 12 maisons astrologiques, qui étaient autrefois reformulées autrement. Ptolémée d'ailleurs ne se réfère absolument pas au nom des maisons astrologiques telles que nous les connaissons. Il parle pour la maison 11 du bon génie, pour la maison 12 du mauvais génie, etc. Donc finalement, il y a un amalgame qui crée une confusion supplémentaire. C'est qu'en fin de compte, on a pris, selon moi, les têtes de chapitre du livre 3 et du livre 4 pour en faire les 12 maisons astrologiques que nous connaissons. Et au lieu... Alors à ce moment-là, moi je dis non. Il faut prendre les têtes de chapitre du livre 3 pour aborder le thème de conception, et les têtes de chapitre du livre 4 pour aborder le thème natal. Et là, nous avons dans l'état actuel des choses un système complètement hybride, qui ne rime à rien. Excusez-moi de vous le dire, mais voilà encore une pierre dans le jardin de l'astrologie traditionnelle, moderne, contemporaine, qui est quelque chose de complètement hybride, puisqu'elle se veut à la fois traditionnelle, mais elle récupère des choses qui sont arrivées tardivement au cours de l'histoire de l'astrologie, et en plus elle rajoute des choses qu'on ne connaissait pas avant le XVIIIe siècle. Donc c'est effectivement, ça me fait penser à une association juive qui s'appelle Pour un judaïsme traditionnel et moderne, qui est une espèce de cote mal taillée finalement, on prend un peu de choses anciennes, on le met à la sauce de la mode actuelle, etc. Bon, c'est pas très sérieux.